Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission que j'ai le réel plaisir de vous présenter semaine après semaine. Encore aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité politique, l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Nous revenons également sur la crise sécuritaire à l'est du pays, la conscience nationale, l'éveil patriotique. C'est sur ces choses que nous allons discuter autour de cette émission. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un élu des élus, le sénateur Clément Mouyamou Boyayi. Avec lui, nous revenons sur ses vacances parlementaires dans la province du Kasaï, plus précisément dans le territoire d'Ilebo. Mais nous revenons aussi avec lui sur la crise sécuritaire qui sévit et la mobilisation générale qui se fait aujourd'hui au travers de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre. Comme je le disais tout à l'heure, chers téléspectateurs, j'ai le réel plaisir de recevoir un élu des élus, le sénateur Maître Clément Mouyamou Boyayi, l'élu de la province du Kasaï. Avec lui, nous revenons sur les grands titres d'actualité en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci, madame. Ma première question, cher sénateur, comment se porte la RDC aujourd'hui ? La RDC se porte bien, peut-être pas très bien, mais elle se porte bien. Elle se porte bien. Peut-être pas très bien, mais elle se porte bien. Expliquez-nous comment elle se porte bien, quel secteur, quel domaine. La RDC, je préfère commencer par le pourquoi j'ai dit peut-être pas très bien. La RDC ne se porte pas très bien parce que nous sommes agressés par le Rwanda. La RDC ne se porte pas bien parce que certains fils, certaines filles de la RDC ont accepté de servir des intérêts rwandais et ils ont accepté de tuer, de massacrer les paisibles Congolais. Voilà pourquoi j'ai dit que la RDC ne se porte peut-être pas très bien. Mais elle se porte bien parce que la RDC continue toujours à être une et indivisible. Les peuples congolais ont accepté de vivre dans la cohésion. Les peuples congolais sont là, tous derrière les institutions de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit que la RDC se porte bien, mais se porte peut-être pas très bien. Au-delà de la crise sécuritaire, mais il y a aussi une crise dont on ne parle pas beaucoup, il y a la crise aussi alimentaire, vous savez. Donc pour dire que la RDC se porte très bien, il y a certains coins aujourd'hui, pour manger, même nous dans la capitale, c'est compliqué. Justement, il y a des coins de notre pays où les gens ne savent pas manger comme il se doit. Mais il y a une question qui mérite d'être posée. Pourquoi les gens ne mangent pas comme il se doit ? Pourquoi tout le monde ne mange pas comme il se doit? La réponse peut être trouvée sous plusieurs angles. Il y en a qui ne mangent pas comme il se doit parce qu'ils sont fainéants. Il y en a qui ne mangent pas comme il se doit parce qu'ils sont au chômage. Il y en a qui ne mangent pas comme il se doit parce que leurs marchandises continuent à être bloquées à l'est où on est agressé. Il y a plusieurs raisons, évidemment. C'est pourquoi j'ai dit la RDC se porte bien, mais peut-être ne se porte pas très bien. Vous êtes élu des élus de la province du Kasaï. On va un peu parler sur la Chambre haute. Je vous ai posé la question sur l'état de la RDC. Mais comment se porte la Chambre haute du Parlement? On n'en parle pas beaucoup. L'état, la santé de la Chambre haute du Parlement. La Chambre haute du Parlement et donc le Sénat. Le Sénat, oui. Et le Parlement comme institution se porte bien parce que c'est une des institutions qui sont opérationnelles dans notre pays. Et toutes les institutions de notre pays, en commençant par l'institution président de la République. Et la deuxième institution, c'est le Parlement qui est bicaméral. Et avec la Chambre basse et la Chambre haute dont je fais partie. Donc le Sénat se porte aussi bien. Et nous travaillons comme il se doit. Là, nous sommes en train de tendre vers la fin des vacances parlementaires et nous allons faire la rentrée parlementaire le 15 mars prochain.
Et nous allons faire le travail des élus que nous sommes. Et cette institution se porte bien, peut-être pas à merveille, parce qu'il y a les élus de certaines parties de notre pays, de certaines provinces de notre pays, je vois là le Nord Kivu, le Sud Kivu, qui sont menacés, qui sont attaqués, qui sont occupés par les agresseurs, par les pays agresseurs, le Rwanda avec son président Paul Kagame. Donc, nous ne siégeons pas comme il se doit à 100%, mais nous siégeons parce que nous faisons le travail pour lequel nous sommes élus, même si nous ne pouvons pas le faire convenablement sur ces parties-là occupées par les agresseurs. Veuillez un peu aujourd'hui informer ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront un peu plus tard dans le Kasaï, à Kinshasa et partout au pays, quel est réellement le travail des sénateurs, d'un sénateur ou du Sénat? Parce qu'on a peut-être l'impression que vous refaites ce que l'Assemblée nationale a fait. C'est ce que le commun des mortels dit tous les jours. Une très très bonne question, mais qui mérite certaines précisions, parce que nous ne faisons pas des redites, nous ne faisons pas la redondance, nous ne sommes pas en train d'épiloguer sur ce que l'Assemblée nationale fait. Nous sommes élus et conformément à la Constitution de notre pays, nous faisons le travail pour lequel nous sommes élus. Nous sommes parlementaires, nous sommes là pour voter les lois, nous sommes là pour interpeller ceux qui gèrent au quotidien la res publica, donc la chose publique. Nous sommes là pour faire le travail du parlementaire. Notre travail n'est pas moins que le travail d'un autre parlementaire. Nous avons dit ici tout à l'heure que nous sommes dans un pays dont la Constitution a voulu, le législateur a voulu que nous ayons un parlement bicaméral. Quand les lois sont votées à l'Assemblée nationale, elles sont envoyées, c'est encore les projets ou propositions qui sont envoyés au Sénat pour une seconde lecture. Le Sénat est là pour parfaire. Le Sénat est là pour faire une seconde lecture. Le Sénat est là pour améliorer là où il faut améliorer. Je ne dis pas là que ce qui est fait à l'Assemblée nationale n'est pas bien fait, mais nous faisons une seconde lecture conformément aux lois de la République. Et donc le sénateur est là pour faire ce travail-là, lui confié par les législateurs, donc le peuple congolais, par la Constitution, parce que nous sommes là pour voter des lois qui sont très bien fignolées. Et pas plus qu'aujourd'hui. J'ai reçu la question d'un auditeur de Top Congo qui demandait qu'est-ce que le Sénat a déjà fait comme action dans notre pays. On doit savoir qu'est-ce que le Sénat a déjà fait, initié de manière personnelle au-delà de l'Assemblée nationale. Non, initié de manière personnelle, il y a des lois. Il n'est pas dit que la loi doit provenir seulement de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi ou un projet de loi ne peut pas commencer seulement à l'Assemblée nationale. Ça peut commencer au Sénat, tout comme ça peut commencer à l'Assemblée nationale. Et l'action qui est restée dans les mémoires des Congolais, je l'ai dit ce matin, c'est lorsque, en 2017, le président Kengo Adondo, président du Sénat, le professeur Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, une proposition de modification au projet de modification de loi électorale a été déposée à l'Assemblée nationale. Exactement. Et cela a été voté comme tel à l'Assemblée nationale, mais ça a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. La population s'est soulevée. Qui prévoyait le recensement obligatoire avant les élections. Exactement. La population s'est soulevée. L'opposition de l'époque s'était soulevée. La communauté tant nationale qu'internationale était debout pour que cette disposition qui était passée à l'Assemblée nationale ne le soit pas au Sénat. Parce que en 2017, il faut le rappeler, nous étions à l'approche des élections pour le deuxième et dernier mandat du président Kabila, qui était à la fin de son dernier mandat. Obliger les recensements avant de procéder à l'élection ou aux opérations électorales, cela entraînerait
un rallongement du mandat du président de la République qui touchait déjà à sa fin. Le Sénat a sauvé la nation. Le Sénat a bloqué l'embrasement, je veux dire, le Sénat a bloqué les soulèvements populaires en élaguant cette disposition qui était déjà passée à l'Assemblée nationale. Très bien. Et le Sénat a sauvé le pays qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à garder ce cycle électoral tel que prévu par la Constitution. Nous allons revenir un peu sur la visite du président de la République. Ça s'est passé au mois de décembre. Fin décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le tour du Grand Kasaï. Et vous, en tant qu'élu du Kasaï, vous l'avez attendu à Tshikapa. Que retenir un peu aujourd'hui de cette visite du président de la République? Le président de la République a passé une bonne période de festivités de fin de l'année 2024 à l'espace Kasaï. Et dans l'espace Kasaï, le président de la République était à Kananga, il était en Mbujimaï, il est venu à Tshikapa. Tshikapa comme chef-lieu de la province du Kasaï, dont je suis sénateur. Bon, je suis élu sénateur. Et le président de la République avait choisi cette ville de Tshikapa pour y consacrer 2 jours. Il est venu, il a passé nuit à Tshikapa et le lendemain, il est rentré. Il a voulu communier avec la population kassaïenne. Il est venu remercier la population kassaïenne qui l'avait voté massivement pour son 2e mandat. Le président de la République est venu, il s'est entretenu avec nous. Nous, kassaïens, il a procédé même au jeu de questions-réponses. Il n'est pas venu tenir un discours d'évangile où les gens ont dit Amen et sont partis. Mais il a parlé, il a remercié les Kassaïens, il a donné des orientations, il a donné des conseils aux Kassaïens pour qu'ils puissent abonder beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Ces conseils là donnés par le président de la République ont permis aux Kassaïens de lui poser certaines questions. Il est venu se rendre compte, par exemple, de la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement et tant d'autres questions d'importance capitale. Il est venu, il s'est entretenu avec nous et nous avons été très, très émerveilleux de ce passage-là du président de la République qui a passé nuit avec nous et qui a voulu se rendre compte de la vie réelle du Kassaïen et pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré. A-t-il rencontré de manière personnelle les élus des élus, les élus provinciaux, ou vous a-t-il rencontré de manière personnelle? Je peux dire oui, parce que le président de la République a reçu tous les députés provinciaux qui étaient là. Les députés provinciaux issus ou qui siègent à l'Assemblée provinciale du Kasaï, le président de la République les a reçus tous. En ce qui concerne les élus des élus, je suis heureux, je ne vais pas parler de moi-même, mais parce que c'est une question qui est posée, je dois répondre. Je suis heureux d'être le seul qui avait été reçu par le président de la République comme élu des élus. Et nous nous sommes entretenus pendant près de 30 minutes. Et pendant ce temps, nous avons parlé des questions importantes de l'espace Kasaï et principalement du Kasaï comme province. Nous avions parlé en ce moment-là du désenclavement de la province sur la route nationale qui part de Kinshasa et qui passe par Mapangu, Ilebo, Malumalu et qui va jusqu'à Mweka, Kananga et j'en passe. Nous avons parlé de la route provinciale qui passe par les différents territoires de la province du Kasaï. Nous avons parlé du port d'Ilebo qui est dans un état de délabrement. Nous avons parlé des questions importantes de la province du Kasaï. Donc j'ai été reçu par le président de la République, il a reçu les autres élus et en audience, nous avons pu échanger pour l'intérêt de la province et de notre pays. Vous êtes en train de signifier un fait qui est très important. Vous êtes élu des élus parce que vous êtes élu par les députés provinciaux du Kasaï. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les élus provinciaux de la province du Kasaï? Parce que vous savez, généralement, après que le sénateur soit élu, il n'a plus de très bons rapports avec ceux qui l'ont élu. J'aurais bien voulu que cette question soit posée aux députés provinciaux en ce qui me concerne.
Je suis en contact permanent, en rencontre permanente avec les députés provinciaux. Il ne se passe pas 48 heures sans que j'aille parler avec un député provincial de ma province. Donc, je suis en parfaite harmonie avec les députés provinciaux du Kasaï, non seulement ceux qui avaient voté pour moi, mais même ceux qui n'ont pas voté pour moi, je suis en contact permanent avec eux. Parce qu'il s'agit là de ceux-là qui sont en contact immédiat avec la population et de manière régulière. Parce que les problèmes de la population peuvent nous être adressés directement, tout comme ça peut passer par des députés provinciaux qui, à leur tour, s'adressent aussi à nous pour que nous fassions des lobbying. Donc, mes contacts, mes relations avec les députés provinciaux sont au beau fixe. Très bien. Alors, il y a des voix qui se lèvent, vous êtes sans le savoir, qui appellent à ce que les assemblées provinciales, le Sénat, soit disloqué ou soit retiré carrément de la Constitution parce que trop budgétivore. C'est votre avis? Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis parce que les législateurs qui avaient voulu de la décentralisation, qui avaient voulu de la création des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, n'avaient pas tort. Aujourd'hui, si on demande à ce qu'on puisse supprimer les assemblées provinciales, le Sénat, qui va contrôler les gouvernements provinciaux ou les différents gouvernements provinciaux? J'étudiais à l'université de Kinshasa. J'avais un professeur qui s'appelle le professeur Luamba Katansi. Il posait toujours une question: qui gardera les gardiens? Nous avons des gouvernements provinciaux qui travaillent, mais ils ne doivent pas travailler dans un libertinage. Mais vous êtes sans savoir que le gouvernement provincial tombe régulièrement à cause des assemblées provinciales. L'année passée, à la précédente législature, sur plusieurs provinces, le gouverneur avait été déchu dans plusieurs provinces. Il y avait quand même un désordre, ou bien on avait l'impression que les gouvernements, en fait, les assemblées provinciales étaient en train de rendre des comptes au gouverneur. Si vous m'aviez laissé terminer, je crois que vous auriez trouvé la réponse à votre deuxième question. Je disais que les gouvernements provinciaux ne doivent pas travailler en électrons libres. Ils ne doivent pas travailler dans un libertinage sans contrôle. Voilà la raison d'être des assemblées provinciales. Il faut que celui qui travaille, qui gère la chose publique, puisse avoir des limites ou qu'il y ait des mécanismes de contrôle du travail qu'il est en train de faire. Travail pour lequel il est au gouvernement. Il y a la décentralisation, la séparation des pouvoirs. Ne doit pas être seulement au niveau central, mais il faut qu'il y en ait aussi au niveau provincial. Quand un gouverneur travaille, il doit savoir que s'il dérape, il a les députés provinciaux ou l'Assemblée provinciale qui est en train de le surveiller et de contrôler son travail. Le ministre provincial qui travaille doit savoir que s'il ne travaille pas bien, il doit être interpellé à l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord que les assemblées provinciales soient supprimées. Et le Sénat, ils doivent rester. Il en va de soi. Mais on a l'impression, comme je disais, qu'on rend des comptes finalement au gouvernement provincial. N'oubliez pas, nous sommes à Kinshasa, vous avez vu tout ce qu'il y avait comme épisode entre notre président de l'Assemblée provinciale passée, Godin Poyi, ainsi que Ngobila, le gouverneur. C'était finalement une petite guéguerre entre les deux et ça s'est passé dans plusieurs provinces. Vous n'avez pas tort, mais je pense que les leçons du passé nous ont servi au présent. Dites-moi, depuis que cette législature a commencé, combien de gouvernements provinciaux ont été déchus? Combien de gouverneurs ont été déchus? Je pense que les erreurs du passé sont en train de nous servir aujourd'hui pour que chacun puisse travailler comme il se doit et faire son travail. On n'est pas là dans une guerre entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux ou bien les gouverneurs. Mais nous sommes en train de faire, chacun fait son travail pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de chaque province. Puisqu'on parle des gouvernements provinciaux, quels sont vos rapports personnels avec le gouvernement provincial de votre province, le Kasaï? Je suis une fois de plus heureux de dire que l'exécutif provincial est en parfaite harmonie avec nous, en commençant par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi,
qui est un frère, un confrère, un ami, un combattant de lutte de longue date et que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie les actes pour l'intérêt de notre province. Et donc, chaque semaine, nous parlons de l'intérêt de notre province avec lui, avec certains ministres provinciaux, avec ceux qui gèrent au quotidien notre province du Kasaï. Et donc, nous sommes en parfaite harmonie. Après le démembrement des provinces, aujourd'hui il y a la province du Kasaï, comment est-ce que finalement la province du Kasaï arrive à s'en sortir de ce démembrement? Le Kasaï, c'est une province nouvellement créée ou démembrée. Elle est en train de prendre son pied, elle est en train de prendre son élan, dans ce sens que avant, les Kasaï n'avaient pas d'infrastructure qui répondait ou qui pouvait répondre à la vie d'une province comme telle. Chikapa était une ville réputée dans les commerces de diamants et consorts, de minéraux. Et aujourd'hui, comme province, le Kasaï est en train de prendre son élan. Le Kasaï, comme province, est constitué de certains territoires. Nous avons les territoires de Kamonia, nous avons les territoires de Luebo, nous avons les territoires d'Ilebo, nous avons les territoires de Mweka, les territoires de Dekese. Ces 5 territoires, chacun en ce qui les concerne, contribuent au bien-être et à la vie économique, administrative et même sociale de la province. Même si il faut les souligner que les poumons de tous ces territoires, c'est le territoire d'Ilebo, qui était appelé jadis Port Franqui, et que Mobutu appelait Petit Kin à l'époque, avec ses activités commerciales, est en train d'apporter beaucoup plus à la vie économique de notre province. Les autres territoires ne sont pas du reste, hein. Chaque territoire contribue. Mais il faut dire que la province du Kasaï, comme telle, est en train de prendre son élan. Question d'accorder quelques années, vous verrez que ça sera une province qui va très très bien décoller. Vous avez parlé du diamant. Vous savez que finalement, le Kasaï ou Chikapa a été célèbre à cause de son diamant. Oui. Le diamant a perdu la valeur depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour accroître les recettes provinciales? Très très bonne question. Les recettes au niveau de la province du Kasaï ne devraient pas et ne doivent pas être focalisées sur les plans des minéraux. Les minéraux s'épuisent, les minéraux se terminent. Nous devons beaucoup plus aller vers l'agriculture. Nous devons aller dans d'autres domaines, dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture et d'autres domaines qui sont importants. Il y a des pays entiers qui n'ont pas de minéraux, qui n'ont pas d'endroit pour cultiver, mais qui vivent avec certaines autres stratégies. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, quand le président de la République est arrivé à Chikapa, il a encouragé les peuples kassaïens à pouvoir travailler dans l'entrepreneuriat. Il faut s'auto-prendre en charge. Et pour s'auto-prendre en charge, il faut développer son intelligence. Dans tel ou tel autre domaine, j'ai parlé de l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, c'est un secteur plus qu'important, un secteur vital pour la vie de tout un peuple. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, chacun peut créer ce qu'il peut créer. Il faut obtenir des financements. Le président de la République a parlé de créer des millionnaires congolais. Mais c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut avoir des millionnaires congolais. L'entrepreneuriat va même dans l'agriculture dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour ne pas épiloguer, je crois qu'on ne doit pas se focaliser sur le minerai. Il faut abonder dans d'autres domaines, notamment et principalement dans l'agriculture. Et ce n'est pas seulement question pour la province du Kasaï, mais les autres provinces dans lesquelles les minéraux sont en train de faire rage. Hier, c'est Mbujimayi, l'Amiba, qui avait supporté la guerre. Aujourd'hui, à l'Amiba, on ne produit presque plus comme on produisait avant.
Aujourd'hui, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, Lualaba et consorts. Les minéraux sont en train de faire rage. Mais il faut savoir que ces minéraux vont s'épuiser demain. Il ne faut pas se focaliser seulement sur les minéraux. Il faut changer aussi des stratégies et trouver d'autres domaines parallèles. Nous sommes en pleine crise sécuritaire, je l'ai dit à l'annonce, où un peu la cohésion nationale est bousculée de manière interne et externe. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Écoutez, madame, quand le pays est menacé, quand le pays est attaqué, quand le pays est agressé, il n'y a pas de conditions, sinon de conditionnalités. Sinon, il faut que tout le monde se range derrière les institutions de la République pour sauver, pour défendre le territoire national. La cohésion, c'est la priorité des priorités. La défense du territoire national, c'est l'impératif. Il faut que chacun de nous mette de côté son ego, que chacun de nous mette de côté ses différences pour que tous rangés derrière les institutions de la République démocratique du Congo comme un seul homme pour bouter dehors celui qui est venu agresser notre pays. Là, vous appelez l'opposition à vous rejoindre, à rejoindre la majorité, parce qu'il y a des opposants qui ont refusé l'appel du président de la République à avoir un gouvernement de cohésion nationale, donc Délice Sanga. Non, non, non. Moi, je ne suis pas en train de parler d'individus ici. Je suis en train de parler de l'intérêt national. Qu'il soit Délice Sanga, qu'il soit Martin Fayoulou, qu'il soit Moïse Katumbi, qu'il soit je ne sais qui, tous, nous avons un intérêt majeur. C'est la défense de l'intégrité territoriale. Personne ne peut se dire aujourd'hui que parce qu'il est opposant au régime actuel, à notre régime, je vais le dire, c'est ça mon identité. Personne ne peut se dire que parce qu'il est opposant à notre régime, il doit faire cavalier seul et ne pas rester dans la cohésion nationale parce qu'il est dans l'opposition. J'ai suivi Martin Fayoulou, j'ai suivi Délice Sanga. Personne n'est opposé à la cohésion nationale. Personne n'est opposé. Et tout le monde est d'accord qu'il faut défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Les intérêts politiques, ça c'est autre chose. Mais ici, nous parlons de notre pays qui est agressé par le Rwanda. Celui qui ne veut pas de la cohésion nationale, celui qui ne veut pas de la défense de l'intégrité territoriale est contre le peuple congolais. On ne peut pas aujourd'hui se dire politicien, défendre l'intégrité territoriale et être opposé à la cohésion nationale. Tous sommes d'accord pour la cohésion nationale. Un dernier mot pour cette partie sécuritaire avant que nous puissions aborder d'autres questions pour la deuxième partie. Est-ce que finalement aujourd'hui vous sentez l'éveil patriotique, la fibre patriotique vibrer dans les cœurs pour les Congolais? Je réponds par oui et je vais motiver ça par un exemple typique palpable. Le 7 février dernier, j'étais en vacances parlementaires à Ilebo. Je suis arrivé, j'avais initié et quand je suis arrivé, cela a été fait, une marche de soutien aux institutions de la République, au président de la République, au FARDC et au Wazalendo, à la défense de l'intégrité territoriale. Et je peux me permettre de dire que le soleil s'était arrêté à Ilebo pour que l'on puisse manifester cette volonté-là et montrer à la face du monde et de la République que tous nous sommes derrière les institutions de la République. Et lorsque j'ai tenu mon discours, j'ai appelé les jeunes. On est le 7 février. J'ai appelé les jeunes à se faire enrôler dans l'armée. Aujourd'hui que je vous parle, madame, un premier groupe
de plus de 50 jeunes sont déjà rendus au chef-lieu de la province du Kasaï, qui est Tshikapa. J'ai parlé avec l'administrateur du territoire d'Ilebo hier. Il m'a dit que jusqu'hier, il y avait déjà 120 autres enrôlés qui attendent d'être acheminés à Tshikapa pour aller suivre la formation militaire et défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, c'est pour dire que l'éveil patriotique est une réalité. Je l'ai fait à Ilebo. Il y en a qui l'ont fait ailleurs. Et il y en a qui continuent de le faire. Moi, je l'ai fait dans l'un des territoires de mon espace qui est le Kasaï, la province du Kasaï. Il y en a qui l'ont fait dans le Bandundu, à l'Équateur, le Grand Équateur, les Grands Bandundu, à Mbujimaï, à Kananga, à Mweneditu. Il y en a au Grand Katanga, le président du Sénat, je l'ai suivi hier, aussi au Grand Katanga, et au Katanga. Et chacun est en train de réveiller le peuple congolais. Parce que nous devons cesser avec tout ce qu'il y a comme distraction. L'ennemi sait que pour avoir les Congolais, il faut créer des petites distractions. Il faut amener des guerres. Il faut amener ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas distraits. Nous sommes tous debout comme un seul homme derrière les institutions de la République, en commençant par la première institution qui est le président de la République, pour que nous défendions notre pays et que nous restions unis. Le Congo, la RDC doit demeurer une et indivisible. Très bien, ça sera le dernier mot pour cette première partie. Le Congo doit rester une et indivisible. Il faudrait absolument que cette fibre patriotique puisse régner, revenir dans nos cœurs. Nous allons continuer cette émission avec d'autres sujets d'actualité.